Donc effectivement, autre exemple d'écriture clinique, un outil que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vous rappelle donc juste un peu d'historique, c'est vraiment un rappel. En 2004, début du DES, la médecine générale devient une spécialité à part entière et à ce moment-là, on réfléchit à comment on va s'y prendre pour évaluer les étudiants, comment on va essayer de comprendre comment évoluent leurs compétences, est-ce qu'il y a des moyens de travailler avec eux sur ce qu'ils vivent en stage. Les RSCA étaient déjà utilisés à peu près à la même époque où Rita Charon réfléchissait à la médecine narrative dans les DMG français, enfin certains DMG français. Il y avait déjà le RSCA qui était peut-être pas aussi formalisé que maintenant, mais l'idée de faire écrire les étudiants sur leur vécu était déjà en place dans certains DMG. Et en 2004, donc au moment de la mise en place du DES, Pierre Lemoff de Nantes a décrit l'intérêt de ces RSCA et comment il faudrait les structurer pour qu'ils soient intéressants en termes d'évaluation et de compréhension de ce qui se passe pour l'étudiant. Donc il y avait une mise en œuvre d'outils, de grilles, où commençaient à se constituer des travaux pour dire comment on va, dans une approche par compétence, essayer de réfléchir à ce qui se passe en situation de stage pour faire avancer les étudiants. Ça a continué d'avancer puisqu'il a fallu quand même une dizaine d'années plus tard faire un point. J'avais fait avec Mathieu Ariza un travail sur qu'est-ce qui se passe dans les DMG, qu'est-ce qu'il y a dans les portfolios, quel type de travaux d'écriture clinique sont utilisés, pour essayer de savoir un peu ce qu'on partageait, parce que je me rendais bien compte dans tout ce que je faisais en pédagogie qu'il y avait beaucoup d'hétérogénéité, mais quand même un truc qui ressortait de façon très claire, c'est que sur les 35 DMG, il y avait quand même 29, donc une grande majorité qui avait mis en place en portfolio, et 28 sur ces 29 utilisaient les RSCA. Donc ça m'a paru être vraiment l'outil le plus partagé. Et quand on a fait en 2017 le travail sur le consensus d'un portfolio national pour essayer de se mettre d'accord sur ce qui devrait y avoir dans un portfolio national, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, 33 DMG utilisaient les RSCA, donc la quasi-totalité, qu'ils étaient obligatoires dans 30, qu'en moyenne c'était une demande de 4 à 6, sachant que ça allait évidemment, puisqu'il y en a que 33, de 0 mais jusqu'à 12 selon les DMG sur la durée du DES, et que dans 32 DMG, il y avait une supervision de ces RSCA, ce qui veut dire que parfois on incitait les étudiants à écrire sans forcément superviser ce qui s'y passait et de faire d'évaluation avec. Donc l'idée, c'est le RSCA, c'est d'utiliser donc cette écriture réflexive dans un but professionnalisant. On le dit souvent, on essaye de créer un DES où ces 3 années, et on l'espère bientôt 4, puissent permettre à l'étudiant de construire vraiment ses compétences pour qu'à la fin, il soit prêt, qu'il soit un médecin prêt à exercer tranquillement, sans risque pour lui, sans risque pour les patients, et qu'il ait vraiment sa boîte à outils qui est bien remplie, qui puisse le laisser tranquille pour la majorité des situations qu'il va rencontrer. Donc ça utilise plutôt des approches inductives, puisque ça va s'appuyer sur l'interprétation de ce qui a été vécu, et c'est probablement lié au fait que l'approche théorique, en fait, plutôt de l'approche enseignement versus l'approche apprentissage, était plutôt basée sur des approches déductives et qu'on voyait que ça marchait pas bien dans l'approche par compétence. C'est pour ça qu'on a avancé là-dedans. Alors, il y a eu le DES, et puis là maintenant il y a le nouveau DES, le DES nouvelle génération on pourrait dire, avec dans la réforme du 3e cycle des textes réglementaires qui ont défini pour chaque DES les modalités de formation des étudiants. Et dans notre DES, c'est très clairement acté maintenant que les travaux d'écriture clinique font partie de ces modalités. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi les groupes d'échange, il y a aussi le travail sur la relation, tout ce qui est gestes techniques, tout ce qui est simulation, tout ce qui va être approche par problème, etc. Mais c'est vraiment acté que les travaux d'écriture clinique font partie de la formation, à tel point que maintenant aussi, c'est pour tous les internes de médecine générale, le portfolio, c'est-à-dire l'ensemble de tous leurs travaux, constitue le mémoire de DES. Et donc là, on voudrait essayer d'inciter l'étudiant à identifier les questions qui se posent par rapport aux situations qu'il rencontre, lui permettre de pointer, de réfléchir, de prendre du recul sur ses points forts et ses difficultés et sa pratique, et surtout de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le déroulé ? Tout à l'heure, Christian disait,
on a besoin de savoir comment vous vous sentiez. C'est pas de la psychanalyse. C'est à ce moment-là, qu'est-ce qui a pu interférer dans le ressenti du médecin pour qu'il agisse de telle ou telle façon ou pour qu'il comprenne de telle ou telle façon le patient. Ça permet donc de conscientiser, de clarifier sa pratique et d'avoir des éléments de théorisation. C'est pour ça que je dis souvent aux internes que ça permet de créer sa boîte à outils, parce qu'on essaye de comprendre comment on réagit face à certains scripts, certaines situations un petit peu organisées dans notre cerveau. Et si on ne fait pas ce travail-là, en fait, on finit par apprendre au fil de l'eau, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, ça va permettre de réorganiser les informations, de résoudre les situations avec ces nouvelles informations, d'inscrire, et ça c'est important aussi, l'écrit, ça c'est dans la littérature à propos de l'écriture clinique, insiste sur l'idée aussi que ça permet une mise en mémoire à long terme. Tout à l'heure, il y a notre collègue qui demandait finalement l'oral, l'écrit. L'oral a toute sa place, c'est très intéressant de faire de la rétroaction à l'oral et de travailler oralement avec ses superviseurs ou ses pairs, mais l'écrit permet aussi un peu plus la mise en mémoire à long terme de certaines données. Et puis, comme je disais, ça modifie les scripts qui vont être transférables dans des situations similaires en vraiment organisant, en fait, sur le plan cognitif, la façon dont je vais agir dans d'autres situations du même type et que je vais pouvoir réutiliser. Alors, le consensus du portfolio dont je parlais tout à l'heure, donc on a fait en 2017, disait à propos des traces d'apprentissage que c'était important que ce soit des traces d'apprentissage qui soient dans une posture réflexive, c'est-à-dire c'est pas écrire pour écrire, c'est vraiment écrire pour comprendre la façon dont on travaille, que ce soit informatif sur les apprentissages réalisés, c'est-à-dire qu'on puisse voir à travers ces travaux ce que l'étudiant a appris, compris et ce qu'il peut retransférer, et que ce soit préférentiellement en situation authentique de soins, c'est-à-dire qu'il travaille à partir de ce qu'il vit lui, et non pas seulement à partir de vignettes apportées par les enseignants, voire même de situations apportées par les pairs. Et donc ça, c'est vraiment complètement dans l'axe du RSCA, cette posture réflexive, la possibilité d'avoir une idée sur les apprentissages, et puis le fait que ça parte d'une situation authentique. J'ai organisé aussi l'année dernière une ronde Delphi à propos du RSCA, donc qui a impliqué l'ensemble des DMG pour essayer de se mettre d'accord sur ce que c'était un RSCA. Donc vraiment voilà, c'est pas une vignette clinique, c'est un récit narratif écrit par quelqu'un qui parle à la première personne, etc. Il y a vraiment une réflexion sur ce que c'est le RSCA, ce qu'on en attend, et comment il est supervisé et comment il est évalué. Donc il y a eu quand même un travail assez intense, on va dire, des DMG. On était arrivé au départ, avant de lancer la ronde, à 96 propositions, dont 85 ont obtenu un consensus sur l'acceptation, c'est-à-dire qu'ils ont été acceptés par le groupe, et 7 qui ont été refusés, et puis 4 qui sont restés sans consensus, qu'on a laissé de côté aussi. Donc je vous invite à aller regarder le numéro 143 d'Exercer, parce que j'imagine que vous êtes tous abonnés à Exercer. Et donc, dans vos archives d'Exercer, vous retrouverez l'article qu'on a fait sur ce travail qui permet de réfléchir sur comment on a mis en place ce consensus. À la suite de ce travail-là, donc, on a fait une nouvelle grille d'évaluation pour tenir compte de ce qui était dit dans le consensus, qui était relativement proche finalement sur le fond de la grille qui existait déjà et qui était diffusée dans pas mal de DMG, mais qui a repris peut-être une formulation plus claire. Enfin, en tout cas, quand je l'utilise dans les séminaires de formation des MSU et des tuteurs, il me semble qu'ils comprennent mieux justement la formulation, les termes utilisés dans cette grille. Et là encore, je vous invite à aller la voir. Un autre des éléments du consensus à propos du RSCA, c'est qu'on attendait au moins un RSCA par semestre pour pouvoir avoir une vision, on va dire, longitudinale de l'évolution de la compétence de l'étudiant, sachant que le RSCA, évidemment, n'est pas l'outil ultime et le seul outil à utiliser pour valider, entre guillemets, ou certifier, entre guillemets, des compétences, mais que s'il n'y en avait pas au moins un par semestre, c'était un peu difficile de voir la façon dont évoluait la réflexivité et la professionnalisation de l'étudiant.
Et alors, il y avait une chose très importante aussi qui sortait de cette ronde, c'était que la supervision du maître de stage, même si on se rendait bien compte que particulièrement à l'hôpital, c'était compliqué puisque les maîtres de stage hospitaliers n'avaient encore moins de notions claires de ce que c'était que les MSU, mais ça permettait quand même de garantir d'une part l'authenticité de la situation rapportée, et ça permettait aussi à l'étudiant de commencer à réfléchir, parce qu'il en avait parlé avec son maître de stage, sur les problèmes posés par la situation. Donc cet outil, finalement, il est utile dans différentes situations d'apprentissage, puisque, comme je viens de le dire, ça peut être, et à mon avis, ça même doit être réfléchi avec le maître de stage ou le maître de stage hospitalier, en entretien duel, c'est-à-dire, voilà, madame machin, voilà, j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça peut être aussi tout à fait un outil intéressant à travailler en groupe d'échange de pratiques avec les pairs internes, qui peut être l'objet de travaux autres que le RSCA. Et puis, ça peut être aussi une situation qui va être augmentée après en l'entretien tutoré, et là qui est intéressante justement par rapport à la mise en mémoire à long terme, puisqu'on revient a posteriori sur le travail, on réfléchit avec l'interne sur ce qu'il en a compris, ce qu'il va en retirer, ce qu'il va garder de cette expérience pour construire ces fameuses boîtes à outils dont je parlais tout à l'heure. Donc ça lui permet de mieux comprendre les problématiques, de les résoudre et savoir comment il va les retransférer, ces apprentissages, dans de nouvelles situations. C'est la fameuse boucle de Kolb qui permet de dire je suis en action, je réfléchis sur ce que j'ai fait, j'essaye de retransférer ce que j'ai fait, j'essaye d'améliorer l'action. Alors on se pose la question aussi, puisqu'on dit qu'on travaille dans une approche par compétences, finalement cet outil, il peut se permettre de se former, il peut permettre aussi, c'est une modalité, c'est-à-dire il organise la façon de se former, mais c'est aussi un objectif de formation en termes de compétences, puisqu'on dit que pour améliorer les compétences, il faut faire des tâches complexes, et typiquement, quand on veut essayer de résoudre une situation, on va devoir mobiliser un certain nombre de ressources, les combiner, avoir un recours à des connaissances spécifiques, et faire appel à des stratégies à la fois cognitives au moment où on agit, mais aussi métacognitives pour essayer de réfléchir à ce qu'on fait. Donc ça rentre bien dans ça. Et le référentiel compétence, je vous donne quelques exemples, pour moi fait tout à fait référence à la posture réflexive et au besoin de prise en compte de la complexité. Donc je vous donne par exemple un des descripteurs de la compétence professionnalisme qui dit on attend donc l'amélioration des compétences, on attend que l'interne analyse sa pratique, déduise de cette analyse ses besoins de formation et sa progression et intègre ses acquis dans sa pratique. Donc ça vraiment, je trouve que c'est très proche de ce qu'on demande quand on fait faire les RSCA. Dans la compétence relation, communication, approche centrée patient, on demande aussi que dans les conditions habituelles, ils réfléchissent à sa capacité communicationnelle avec le patient et son entourage, qu'il se pose des questions sur sa façon de communiquer et qu'il analyse ses limites en matière de communication. Donc là aussi, c'est très très fréquent dans les RSCA qu'il y ait des questions à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché au niveau communicationnel. Et un autre exemple, par exemple, dans la compétence approche globale et prise en compte de la complexité, où on demande que dans la situation habituelle, ils tiennent compte des différents champs et de plusieurs sources. Donc en fait, c'est l'idée qu'il y ait une approche biopsychosociale. Et quand on demande dans la RSCA, dans le consensus, dans la grille qui a été définie avec le consensus, c'est il faut au moins 2 champs, voire 3 champs de cette complexité qui soient abordés. Et du coup, à partir du moment où on invite l'étudiant à se dire, ben voilà, dans cette situation, ok, tu avais un problème pour quel antibiotique, c'est quoi cette pathologie que je connaissais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le plan relationnel, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan éthique, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan administratif, etc. Essayer d'aller les aider, les inviter à ouvrir les champs étudiés pour les aider à structurer l'approche des situations avec cette approche biopsychosociale. Et donc, pour se servir de cet outil, on va essayer de donner dans la suite de cette plénière, grâce à la vidéo qui a été réalisée donc, à ce propos, pour essayer de donner des clés pratiques pour les étudiants, les MSU et les tuteurs, de cet outil, comment on s'y prend, à quoi ça sert. Et l'idée, moi, vraiment mon rêve, ce serait vraiment que les gens s'emparent de ça pour qu'on ait une harmonisation des pratiques dans nos DMG, que ce soit vraiment un outil qu'on puisse parler, que les internes ou les tuteurs ou les MSU qui se rencontrent, ben voilà, par exemple au congrès, quand ils parlent RSCA, ils savent de quoi ils parlent de la même chose et ils peuvent échanger à propos de cet outil.